Bonsoir, merci encore pour vos soutiens et vos retours sur la première vidéo. C'est très cool. J'ai peut-être envie d'un rythme légèrement plus dynamique. J'attends la suite. Ok. Hey YouTube, ça dit quoi? Dans l'épisode précédent, on a vu pourquoi on appelait les mèmes, d'où les mèmes internet venaient et comment ils avaient évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on va continuer de se plonger dans le sujet et on cherchera à découvrir quel peut bien être le secret du succès des mèmes internet. Waouh! On tentera de savoir si tout ça a vraiment commencé à notre époque, au 21e siècle, ou si on peut dater ça de bien avant et même peut-être dénicher des mèmes historiques, qui sait. History time! On s'interrogera aussi sur les particularités du mème internet pour balayer une bonne fois pour toutes cette définition toute pétée d'images drôles qui lui colle à la peau. Et pour commencer, une question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi est-ce que les mèmes sont si populaires? Qu'est-ce qui peut bien nous raccrocher à ces petites pastilles de vie, si j'ose dire? Eh ben, je pense que ça s'explique en grande partie par un mécanisme qu'on retrouve dans la littérature, le théâtre, le cinéma et une multitude d'autres arts, c'est l'identification. Quand on va voir un film au cinéma ou qu'on regarde une série qu'on aime bien chez soi, par exemple, on va toujours pas forcément se reconnaître, mais en tout cas s'identifier. C'est parce qu'un personnage est si proche de nous dans ce qu'il peut avoir comme désir, comme peur, comme défaut et compagnie qu'il nous touche autant, et ça qu'on les ressemble ou non. C'est notre humanité, notre empathie qui entre en jeu. L'acteur ou l'actrice de cinéma devient alors véhicule de nos propres émotions. Bouge pas bâtard, bouge pas. Non. Je me souviens d'un mème que j'avais vu il y a longtemps sur 4chan et qui m'avait marqué, c'est cette photo d'une petite cuillère avec écrit « Je fais cette erreur à chaque fois ». Bon, c'était dingue à l'époque, ok? Bah, je me souviens très bien m'être immédiatement identifié à ce geste maladroit que j'avais très souvent fait malgré moi et qui m'avait plongé dans le plus grand désarroi. Je ressentais un vrai sentiment de communion avec l'image que je venais de voir. Aujourd'hui, les mèmes ont beau s'être diversifiés dans des tas de nouvelles formes et avoir évolué jusqu'à des niveaux qu'on n'aurait même pas imaginés, ils ont quand même pour la plupart conservé cet exact même fonctionnement. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du mème le relatable. Le relatable. Si vous consommez régulièrement des mèmes, vous connaissez bien ce mot, vous l'avez lu en commentaire ou utilisez vous-même des centaines et des centaines de fois. Ouais, je fais exactement ça, ouais. Et bien c'est dans ces 4 syllabes que réside la principale raison du succès des mèmes, de pourquoi ils sont devenus un tel phénomène se propageant partout dans le monde et en toutes les langues en un rien de temps. Beaucoup de créateurs et créatrices de mèmes en abusent assez régulièrement d'ailleurs en s'empressant de sortir un mème sur la moindre actualité, mais c'est ce qui marche. Alors tous les mèmes ne font pas appel à l'identification ou à des degrés différents, genre lui, mais on voit bien que ceux qui circulent le plus mentionnent quelque chose qui va parler au plus grand nombre. Pendant les confinements du coronavirus par exemple, c'était très intéressant de voir à quel point les gens se sont réfugiés dans les mèmes. Il y avait un besoin de communier ensemble sur ce qu'on vivait toutes et tous dans le pays et dans le monde entier. Heureusement, pendant cette période un petit peu badante, franchement, les memers, vous êtes juste trop drôles. J'ai vu des trucs, ça m'a tué. Je vous ai carrément fait une petite sélection de ce qui m'a fait marrer. Mamie, tu pourrais garder les enfants ces prochains jours. Génial. Plus de coiffeur, plus de Sephora, plus d'esthéticienne, les meufs dans 3 semaines. C'est là où on se rend compte que les mèmes, comme toute œuvre d'art, sont des réceptacles à vécu. Ils agissent comme des miroirs de la société, nous reflétant mille et une facettes de notre quotidien. D'ailleurs oui, vous avez remarqué, j'ai bien dit que le mème était un art, ça répond à ta question, Yannis y est. Je sais pas pourquoi beaucoup ont tendance à être frileuses et frileux avec ce mot, mais ça l'est à 200%. Appeler quelque chose art ne sous-entend à aucun moment que c'est beau, que c'est travaillé, que c'est réfléchi ou je sais pas quoi. Tout dépend des sensibilités de chacune et chacun, de chaque vision du beau, du moche, du bon, du mauvais, du superficiel, du profond. Catégoriser art ou pas, ça relève du factuel, on ne demande pas si t'aimes ou pas, si tu trouves ça intéressant ou pas. C'est tout simplement reconnaître qu'il a eu production artistique, que quelqu'un a témoigné son point de vue, ou en tout cas quelque chose, à travers un médium quelconque. Une feuille de dessin, un ordinateur, une banane scotchée à un mur... Quand les premiers Homo sapiens dessinaient sur les parois des grottes, ils rendaient compte de leur environnement, de leur réalité. Et l'art c'est juste ça, prendre le parti de s'exprimer, que ce soit de manière réaliste ou abstraite, brute ou complexe, etc. etc. Et tant qu'on parle de nos ancêtres d'il y a 300 000 ans, je voulais me demander si on n'avait pas des exemples de mèmes plus récents que le début des années 2000. Parce que certes internet a permis beaucoup de choses, mais le fonctionnement d'un mème en soi n'est pas bien sorcier. Celui de la plupart est plutôt simple même. Mais alors c'était quand le premier mème? Bah j'ai fait mes petites recherches et demandé à des proches qui avaient fait des études d'histoire si quelque chose leur venait en tête là-dessus, et je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de réponses parce que c'est un sujet qui demanderait une vraie étude approfondie avec des textes, des iconographies, etc. Mais un ami m'a mis sur une piste que je trouve quand même intéressante, même si ça colle pas exactement au même, on verra pourquoi. Une piste qui date donc de l'Égypte antique.
Alors non, je vais pas vous raconter qu'on a retrouvé des traces de Pepe the Frog sur les murs d'un tombeau enfoui, même si j'aimerais bien, mais parler brièvement des ostracas. Les ostracas étaient des morceaux de poterie utilisés par les Égyptiens il y a 3000 ans comme un support d'écriture et de dessin. C'était en gros les feuilles de brouillon de l'époque et ils ont continué d'être utilisés par les Grecs et les Romains après eux. Sur les ostracas, on donnait libre cours à des histoires avec des personnages récurrents sortis de fables, à la satire, à la caricature, à la parodie et à tout plein de choses. Mais alors en quoi ça peut nous rappeler le fonctionnement des mèmes internet? A priori en pas grand chose, si ce n'est que comme avec internet de nos jours, ce support a permis à l'époque l'existence d'un art brut, loin de l'art officiel des palais. Et comme les ostracas étaient généralement jetés après utilisation, ils représentaient une forme d'expression spontanée, un art éphémère qui peut nous rappeler un aspect de nos chers mèmes internet. Mais vous le voyez bien, c'est un peu léger pour pouvoir parler de précurseurs des mèmes. Il manque d'ailleurs l'élément principal, la réplication. Attends, c'est quoi ça? Mais on ferme donc ce chapitre pour s'intéresser à des exemples beaucoup plus parlants et légèrement plus récents, puisqu'il s'agit de mèmes des années 20. Dans cette illustration de 1921, publiée dans un journal satirique de l'Iowa aux États-Unis, on trouve deux bulles de dessin. Dans la première, le personnage est montré à son avantage, tout beau tout propre, avec la légende « How you think you look when the flashlight is taken ». Comprenez ce à quoi tu penses ressembler quand on te prend en photo. Dans la deuxième bulle, le même personnage est montré tout déformé, avec une expression improbable, et la légende dit « ce à quoi tu ressembles vraiment ». Là pour le coup c'est troublant, on retrouve vraiment tous les codes des mèmes internet qu'on connaît bien. Le classique expectations versus reality. La différence entre nos attentes personnelles et la réalité. Alors quand cette découverte avait été publiée par quelqu'un sur Twitter, la BBC avait répondu peu de temps après avec un article clamant avoir découvert une illustration similaire datant d'encore 1 ou 2 ans avant celle-ci. Elle aurait été publiée aux États-Unis toujours, mais dans un magazine du Wisconsin entre 1919 et 1920. On y voit deux bulles de dessin légendées avec le même fonctionnement qui racontent en gros que le personnage, voyant la fille que son coloc voulait lui présenter, s'évanouit tellement il la trouve laide. Bon, c'est tout de suite moins drôle, mais qui sait, avec un humour aussi crasseux, ça avait peut-être fait rire l'équivalent du 18-25 de JVC à l'époque. En tout cas, on voit bien que la forme est là. On parle d'un contenu vieux d'un siècle, mais qui paraît étrangement très actuel. On pourrait tout à fait retrouver cet exact même format dans un mème sur internet aujourd'hui. Mais à mon avis, si on cherche un bon exemple de mème historique, on le trouvera plutôt en s'intéressant à un graffiti apparu 2 décennies et demie plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est moi. Vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Non, vous inquiétez pas, en vrai, j'ai juste failli oublier de mettre un truc dans l'épisode, ça aurait été dommage. C'est une affiche de 1937 du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui avait rejoint entre autres George Orwell. Avouez qu'elle vous fait penser à quelqu'un. Bref. Mais à mon avis, si on cherche un bon exemple de mème historique, on le trouvera plutôt en s'intéressant à un graffiti apparu 2 décennies et demie plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de Kilroy. Cette simple esquisse d'un personnage au long nez regardant au-dessus d'un mur avec l'inscription « Kilroy was here ». Kilroy était ici, avait marqué les troupes états-uniennes débarquées en France en 1944. Les soldats racontaient avec étonnement s'être à plusieurs reprises retrouvés nez à nez avec ce graffiti en anglais qui se trouvait systématiquement déjà là avant eux. Bizarre. Le mythe avait alors grandi dans les rangs de l'armée où les soldats s'imaginaient l'existence de ce légendaire GI nommé Kilroy, et il ne fallut pas bien longtemps à l'époque pour que cette phrase et ses quelques traits de dessin soient imités par les militaires et reproduits comme une blague dans les endroits les plus improbables. On raconte même que le mème serait carrément arrivé jusqu'aux oreilles de Staline en 1945 pendant la conférence de Potsdam, où il aurait demandé en russe à son assistant qui est Kilroy, ce qui est pas si étonnant quand on connaît le pouvoir de transmission dont les mèmes sont capables. Alors il y a eu beaucoup de théories sur qui pouvait bien être le mystérieux Kilroy derrière tout ça, et la plus probable est qu'il s'agissait d'un dénommé James J. Kilroy, alors inspecteur des bateaux de l'armée, qui avait pour habitude de laisser son nom à la craie après son passage dans les salles des machines qu'il inspectait. Il faut savoir que Kilroy, qu'on retrouvait aussi sous le nom de Chad à l'époque, ça vous rappellera quelqu'un, a toujours une pierre tombale qui lui est dédiée au mémorial national de la Seconde Guerre mondiale à Washington. Le mème a par la suite régulièrement continué de refaire surface, à Broadway par exemple dans la pièce Camino Real, et dans un tas de films dont Un clin d'œil dans Les Évadés, et on pourra même le voir cette année dans une comédie d'horreur éponyme, mais avec de L à Kilroy cette fois-ci. Je fais une liste exhaustive parce que ce petit bonhomme s'est vraiment incrusté partout. On trouve des références dans Doctor Who, sur une pochette d'Iron Maiden, dans la série Taken où le hacker s'appelle Kilroy, dans Adventure Time ou plus récemment dans Vermin, mais aussi dans Call of Duty, Halo 3, Fallout New Vegas, gravé sur la carte mère d'un flipper ou carrément immortalisé comme icône d'outil dans le logiciel d'effets spéciaux After Effects. Si on est déjà beaucoup plus dans un cas de mème historique avec Kilroy qu'on l'était avec les illustrations de tout à l'heure, c'est parce qu'on y retrouve clairement la notion de réplication. Ce graffiti passait d'une simple private joke chez les soldats états-uniens de l'époque jusqu'à rentrer durablement dans la culture pop dans le monde entier, incarne vraiment le mème dans son essence. Ce que Richard Dawkins appelle la transmission de cerveau à cerveau, l'idée d'un élément culturel qui se répand à la manière d'un virus. Après, est-ce qu'on peut pour autant dire que c'est le premier de l'histoire? J'en suis pas sûr. Kilroy reste un exemple célèbre de mème parmi plein d'autres. En mémétique, on nous dirait que ce geste en est un par exemple.
Ou que cette fameuse phrase prononcée par George Clooney en est un autre. What else? Ok pour les mèmes, mais du coup, est-ce que cette logique s'applique aux mèmes internet? Et alors, comment les définir les uns par rapport aux autres? Des mèmes, on en voit tous les jours sur internet, on sait que c'est ça, ok, mais où est-ce qu'on place la ligne entre ce qui est mème et ce qui ne l'est pas? À partir de quand on bascule de création visuelle à mème? Et d'ailleurs, je dis création visuelle, mais on a bien vu que les mèmes internet ne s'arrêtaient pas là. On connaît toutes et tous des mèmes audio, Damn, son, where'd you find this? des mèmes vidéo, des mêmes phrases, des mêmes mots, des mêmes lettres. Et si la réplication définit le mème, est-ce que ça veut vraiment dire qu'un mème internet ne le devient qu'à partir du moment où il est copié, répété, décliné? Et alors, est-ce qu'un mème internet cesse de l'être dès qu'il ne circule plus du coup? Si je fabrique une image où je mets quelqu'un dans une situation, allez, je sais pas, voilà, que je la légende, mais si j'enregistre cette image et que je la garde pour moi sans jamais la montrer à personne, théoriquement, j'ai tué dans l'œuf ce qui pouvait faire de cette image un mème, non? Puis même si je la poste sur Reddit par exemple, mais qu'elle n'est ni partagée, ni imitée, et qu'elle tombe immédiatement dans l'oubli, est-ce que je peux appeler ça un mème du coup? Ben je dirais que oui, parce que comme je l'avais déjà évoqué précédemment, je pense qu'on peut très bien différencier le mème pur et dur tel qu'il est défini par Dawkins et le mème internet. Les mèmes dont on parle, ceux dont on se nourrit vous et moi, ont bel et bien existé grâce à la réplication, ça c'est indéniable. C'est l'arrivée d'internet qui a permis qu'ils se propagent partout et deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que les mèmes internet se sont définis d'eux-mêmes, qui se sont caractérisés par tous leurs différents formats. Ils ont établi une signature visuelle bien marquée. Une photo comme ça, avec une grosse phrase en majuscule, police, impact, lettres blanches et contour noir par exemple, c'est reconnaissable entre mille. Puis il y a eu le développement de tout un lexique de plus en plus vaste que vous connaissez bien, facepalm, edgelord, normie, template, etc. C'est toute une culture qui a émergé avec son microcosme et ses codes. Aujourd'hui, on retrouve les mèmes classés par dizaines de catégories, du deep fried meme à l'anti-meme en passant par le méta-meme et compagnie, ce qui n'était pas encore le cas il y a pas si longtemps quand on y pense. Maintenant, un exemple concret de moment où la mémétique se rappelle au mème internet, c'est quand quelqu'un commente un truc du genre « Ce mème est mort gros, on n'est pas en 2012 FDP ». Bah ça a l'air de rien comme ça, mais cette notion, qui a toujours existé dans le mème internet, sous-entend du coup qu'il est quelque chose de vivant. Mais alors ça veut dire que les mêmes meurent? Encore une grande question, les mèmes internet meurent-ils? Parce que c'est un mot qui revient très souvent, et à mon avis c'est quelque chose qui a longtemps été vrai mais qui est plus trop d'actualité vu qu'aujourd'hui on voit régulièrement des vieux formats, voire très vieux formats, faire leur grand retour. Transformés ou pas, ironiquement ou non, ou juste en petit clin d'œil, mais les mèmes sont devenus tellement utilisés partout et par tout le monde que je pense plus qu'on puisse se prononcer sur la mort ou non d'un mème, ou en tout cas pas aussi facilement qu'avant où les canaux de diffusion étaient moins nombreux et qu'on dénichait tout ça sur 2 ou 3 forums. Aujourd'hui, même si toi tu vois plus un mème circuler, c'est assez probable qu'il soit toujours super utilisé sur un blog connu, dans des dizaines de groupes Facebook d'un autre pays ou sur un tas de forums obscurs. Bref, on voit bien que le mème internet s'est tellement répandu que les façons de le définir se sont élargies avec lui et qu'il est devenu une véritable entité à part entière. En ce qui me concerne, c'est tout pour la prise de tête existentielle sur le sujet pour aujourd'hui. Votre soutien me tient vraiment à cœur parce que mine de rien, le mème c'est devenu mon activité principale depuis un petit moment maintenant. Ça paraît triste comme ça, mais ça va. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les vidéos à venir, qui seront pas toutes sur les mêmes d'ailleurs. Je fais de mon mieux pour essayer de vous fournir un contenu assez complet, qui soit pas trop dégueu et un minimum divertissant. Ça me prend pas mal de temps, mais en tout cas n'hésitez pas à continuer de m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions, des anecdotes, des suggestions, des menaces de mort ou autres, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Merci mille fois de m'avoir suivi jusque là en tout cas, prenez soin de vous et...